Alors, quand plus rien ne fonctionne, il faut pomper. Merci beaucoup d'avoir invité un deuxième Bavarois en Suisse. Alors, je viens du nord de la Bavière. Nous nous occupons des services, différents services de la gestion de l'eau et de l'industrie. Et là, nous avons des grandes tendances. Et la pénurie d'eau est sans doute le plus important aujourd'hui. Et j'estime que la transformation numérique va nous aider à réussir à gérer la situation. En 2008, j'ai fait beaucoup de voyages avec l'Institut du climat de Potsdam et le professeur Leverman, quelques années plus tard, en 2020, a dit « C'est incroyable que nous ne faisions aussi peu, surtout dans les pays les plus riches tels que l'Allemagne et la Suisse, pour lutter contre le changement climatique. » Je veux dire, n'oubliez, c'est pas la première fois qu'on a une pénurie d'eau. 1876, 3 millions de morts en Inde. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis entre 1935 et 1938. Le Sahel, entre 73 et 83, mais c'était toujours loin de chez nous. Et petit à petit, c'est venu près de chez nous. 2007, 2010, pas de pluie pendant 18 mois. Sécheresse en Allemagne, et c'était de plus en plus près. Et plus on devait réagir, plus on devait se poser de questions. Mais finalement, il y a de l'eau en Suisse, non? C'est le château d'eau de roc, comme on dit, mais c'est plutôt vrai dans le nord. Et quelquefois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant d'eau que cela. Et c'est la même chose en Allemagne, surtout en Bavière. Le professeur Gramme le disait, il y a la Bavière du Sud et du Nord. Et moi, je viens du Nord, justement, et on est déjà en train de nous demander si on ne devrait pas commencer à acheminer de l'eau du Sud vers le Nord. Et là, je vais en parler pendant quelques mots. Et ensuite, regardez ce qui s'est passé dans le Ahrtal. Vous le voyez à l'écran. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Pratiquement, il n'y a plus de plage. Et lorsque l'on jette un coup d'œil à ce qui s'est passé en ville, vous voyez des images atroces. Cela signifie que, et nous en avons déjà parlé, il y a deux grands défis. Quelquefois, on a beaucoup trop d'eau et bien souvent, on n'a pas suffisamment d'eau. Et le thème d'aujourd'hui, c'est justement le cas numéro 2. Et on a aussi ce principe de ville-éponge, essayer de récupérer l'eau lorsqu'elle est là et ensuite la libérer petit à petit comme une éponge. Nous y travaillons dans les instituts de formation et dans les universités, mais également au niveau des communes. Nous avons un fort marché en Suisse également. Vous voyez à gauche des pompes pour l'eau potable, à droite pour les eaux usées. Et pour avoir une société qui fonctionne correctement, nous avons besoin d'un bon approvisionnement en eau, bien entendu, mais également un bon traitement des eaux usées. Alors, voyez un petit peu à ce qui se passe en Française du Sud. C'est la première fois que nous devons aller aussi profondément dans le sol. Ce n'est qu'à 42 mètres que nous sommes arrivés à l'eau. Avant, c'était à 20 mètres. Et ces données sont préoccupantes. Vous voyez, on a perdu 22 mètres dans le niveau d'eau dans les nappes phréatiques. Et donc ensuite, on met les pompes dans les puits. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on commence à introduire les pompes dans les puits? Alors, avant, on avait besoin de moins de différence de hauteur. Alors, le point jaune vous montre exactement où nous en sommes. Alors, au début, nous avions nous avons maintenant donc un niveau d'eau qui est à 22 mètres en dessous du niveau précédent. Et cela signifie que les pompes travaillent à une plus grande profondeur et donc fonctionnent moins bien, doivent fonctionner plus longtemps également. Et cela signifie avec un prix de 15 € par kilowattheure, cela
revient à une augmentation de 5 661 € par an. Et quelquefois, c'est même le double dans certains endroits. Ensuite, si on voit ce qui se passe par rapport à l'an dernier, on s'aperçoit qu'on avait à hauteur de 19% des produits moi-même. Et les plus gros problèmes étaient dans les puits. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais justement parler des puits. Alors, nous avons des personnes du monde entier dans notre société. Vous avez des personnes du Kenya et de Tanzanie ici qui allaient chercher de l'eau à 100 mètres de profondeur et maintenant ils doivent aller la chercher à 200 mètres. Donc finalement, c'est pratiquement des fouilles géologiques, archéologiques. Donc ici, vous voyez, vous avez une pompe qui pompe 100 mètres cubes sur une hauteur de une distance de 445 mètres. Et vous pouvez imaginer ce que cela signifie comme contrainte au niveau du sol également. En Bavière, nous construisons des dispositifs que nous recouvrons d'une jolie maison avec un toit photovoltaïque au milieu d'un champ de maïs ici. Et si vous voulez en savoir davantage, allez voir. J'ai mis des liens sur toutes mes diapos. Ce sont vous trouverez les résultats de mes travaux avec les ingénieurs. Alors ici, c'est le problème de la commande. Pour nous, il est important de pouvoir gérer des petites quantités et des grandes quantités. Nous avons 5 types de pompes différents. Et l'important, c'est de commander la bonne pompe avec la bonne rotation au bon moment. Et même pendant les périodes de sécheresse, il est extrêmement important de gérer tous ces paramètres. Alors ici, vous voyez ces installations et on va se dire, est-ce que je vais passer avec des moteurs Centaur? Sachez que tout ce que vous voyez là, c'est vraiment livré clé en main. Mais nous avons également des technologies immergées qui nous permettent également d'assurer un approvisionnement en eau. Et c'est d'ailleurs une technique que l'on utilise de plus en plus fréquemment. Alors, ma collègue qui vient de parler l'a dit, si je travaille avec plusieurs puits, eh bien, je vois lesquels fonctionnent, lesquels sont en réserve et lesquels sont mis hors service. Et ce qui serait parfait, évidemment, ce soit que toutes les pompes travaillent en même temps, soient le plus efficace possible et dans la mesure du possible, 24 heures sur 24. Et donc, on a besoin d'un concept de gestion ici. Alors, ça ressemble à ça. Là, on arrive à voir quelle est la pompe qui travaille, avec quel débit. Et nous avons ajouté un algorithme afin de pouvoir régler ces machines le mieux possible. Et cela est de plus en plus important au fur et à mesure que nous avons des pénuries d'eau. À Hambourg et à Berlin, Hambourg en a 450, Berlin en a 500. Et donc, vous pouvez imaginer qu'avec ce nombre de pompes, ça constitue un véritable défi. Alors, il faut être prêt à beaucoup de choses dans notre métier. Aujourd'hui, on parle de sécheresse. Il faut connaître les dangers, prendre les mesures, assurer l'approvisionnement d'eau. Et surtout, gérer l'eau au mieux. Alors, vous savez ce que c'est que la gestion de l'eau, on est là pour ça. Mais à mon avis, il faudrait améliorer encore la gestion des ressources hydriques. Alors, je vous ai amené quelque chose de tout nouveau, un lien que vous avez donc qui nous vient de la Régie des eaux de Hambourg pour pouvoir estimer votre consommation d'eau. Alors, j'ai mis toutes mes données. J'étais à 112 litres par personne. Hambourg, on est à 111. La moyenne en Allemagne, c'est 125 litres par personne. Alors, pour l'instant, nous ne sommes qu'à 2, ma femme et moi, alors que ma femme utilise 360 litres par jour. Alors, on a 3 enfants qui viennent de temps en temps. Mais justement, en période de sécheresse, il est important que nous fassions attention d'utiliser moins d'eau. Parce que n'oublions pas que lorsque finalement l'eau que nous ingérons
elle ressort, bien entendu. Donc ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, l'eau que nous utilisons dans la vie quotidienne représente bien souvent des quantités excessives. Alors, ici, je vous présente des installations qui doivent être calibrées selon le temps, bien entendu, l'humidité, la sécheresse. Mais d'un autre côté, si vous avez des toutes petites quantités d'eau qui rentrent dans des grands tuyaux, vous aurez des sédiments qui vont se disposer. Alors, nous sommes allés voir l'intérieur de ces canaux. Là, vous voyez bien ce qui se passe. Tous ces dépôts bouchent non seulement les canaux, mais également les pompes. Et moins on a d'eau, plus il y a de dépôts. Et donc, je pourrais vous donner toute une série d'exemples. Prenez la situation en 2017 à Londres. Il y avait cet énorme blob de gras de 250 mètres de l'eau. Vous allez voir dans les médias. C'est un véritable monstre qui non seulement a complètement bloqué les canalisations, mais également les pompes. Alors j'aimerais parler au nom de tous les fabricants de pompes et être neutre. Nous devons d'abord trouver des idées afin que les machines reconnaissent l'arrivée d'un bouchon éventuel et soient en mesure de réagir. Il s'agit d'une technique IP, ce qui signifie que grâce à ce petit câble qui sort, on le branche directement sur notre ordinateur et pouvons lire les mesures. Donc nous avons un master qui commande 3 sous-points. Et cela signifie que dès qu'on voit qu'un matériau arrive qui risque de boucher la canalisation, un des petits capteurs transmet l'information au générateur de fréquence qui ensuite va tout de suite réagir. Mais il faut le faire tout de suite parce que plus vous avez des dépôts qui risquent de boucher votre pompe, vous allez devoir la mettre hors service. Donc il est très important de reconnaître cette situation de manière précoce et de réagir tout de suite. Vous voyez, ici, on a un système de veille constante et toutes les particules donc rentrent dans la pompe et vous avez ce senseur qui dit « Ah, attention, il y a des particules ». Elle transmet l'information à l'intelligence artificielle qui dit « Oui, il faut faire quelque chose ». Et ensuite, le générateur de fréquence s'arrête, fonctionne à l'envers, comme vous pouvez le voir, afin d'éviter justement que la canalisation ne soit bouchée. C'est comme votre lave-linge finalement. Imaginez que vous avez un lave-linge et votre tambour s'arrête. Et tout ce qui est dedans tombe. Et ensuite, elle recommence à tourner. Eh bien, quand elle recommence à tourner, le linge recommence à bouger à l'intérieur du tambour. Et ensuite, ça fonctionne. Donc, mais l'important, c'est de le faire tout de suite avant que le linge ne se compacte. Eh bien, nous avons des systèmes il existe des systèmes, mais souvent, ils ne sont pas toujours utilisés. Alors que si on les utilisait de manière précoce, alors nous pourrions réagir très rapidement. Et justement, avec peu d'eau, quand il y a peu d'eau, on a plus de dépôts et donc des problèmes, comme je l'illustrais il y a quelques instants. Alors, si vous voulez en savoir plus, nous avons donc une station d'épuration avec Siemens où l'ensemble de l'installation a été complètement construite avec un jumeau entièrement numérique. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et je dois dire que les Suisses ici sont vraiment très à l'avance avec toute cette modélisation informatique. Et d'ailleurs, ce type d'installation est d'ores et déjà en service ensuite, alors qu'en Allemagne, on met un peu plus de temps. Alors,
je vous assure que la Suisse est bien souvent en avance avec les systèmes de rinçage, par exemple. La Suisse a commencé, ensuite la Rhénanie du Nord-Westphalie, le Baden-Württemberg, et nous avons mis en place des programmes de promotion afin de mettre en place justement cette étape de nettoyage afin de gérer les PFAS qu'on ne peut pas entièrement, afin de pouvoir justement les gérer et les retirer de l'eau. Mais comment pouvons-nous être véritablement efficaces ici? Alors là, vous avez à Hof le système universitaire. Nous sommes également le siège de compétences. Et ici, nous avons cette grande étude WaterX 4.0 avec la Suisse, avec notamment. Et si vous cliquez sur les liens, vous aurez une multitude d'informations extrêmement intéressantes sur ce que nous avons pu accomplir jusqu'à présent avec professeur Ville, mais également la manière dont nous utilisons nos machines dans l'ère du numérique, etc. Donc, l'eau, source de la vie, mise en danger de la population à cause des crises d'eau. Alors, on parle beaucoup de problèmes de réserve d'eau. Et si vous regardez la carte, les pays les plus vulnérables ne sont pas l'Allemagne et la Suisse, très clairement. La situation est beaucoup plus dramatique dans ces pays. Mais attention, il faut quand même, nous aussi, commencer à nous rendre compte qu'il faudrait peut-être faire quelque chose dès maintenant avant d'en arriver là, hein, comme le disait mon très cher collègue il y a quelques instants. Et tout cela, bien entendu, dans une démarche de durabilité. En Égypte, nous avons ce projet Toshka. Et nous avons une des plus grandes stations de pompage à côté du Nil avec 24 pompes. Donc, on prélève d'immenses quantités d'eau pour irriguer, alimenter des canaux et irriguer les terres pour assurer la sécurité hydrique et alimentaire. Mais le problème, c'est que nous prélevons tellement d'eau dans le Nil qu'il en manque après. N'oublions pas que la politique de l'eau, c'est de la politique de paix. Donc tout ce que nous faisons dans ce sens est juste probablement, mais juste comment? Et en même temps, tout ce que nous faisons n'est pas bon. Mais dans quelle mesure? Et à mon avis, il est important justement de pouvoir en parler ouvertement les uns avec les autres. Et j'appelle de mes voeux que tous les bureaux d'ingénierie, les stations d'épuration et les gestionnaires des ressources hydriques collaborent encore davantage parce qu'il y a de plus en plus de changements, des changements de plus en plus dramatiques au cours de ces derniers temps. De la sécurité dans des temps peu sûrs. Tout d'abord, nous avons besoin d'eau pour l'agriculture, bien entendu, mais nous devrions pouvoir trouver le moyen d'alimenter en eau en utilisant le moins d'énergie possible, ou en tout cas de l'énergie verte. Alors moi, je suis très souvent devant un micro. J'étais à Friedrichshafen, à Augsbourg et à Nuremberg la semaine dernière, il y a 3 semaines à Zurich. Et le 24-25, nous allons revenir à Zurich pour parler d'un thème extrêmement important. Et tout à l'heure, on parlait d'un horizon temporel de 250 millions d'années avant d'avoir l'explosion. D'accord, mais j'espère que l'explosion n'aura pas lieu avant. Donc, je suis là pour répondre à vos questions et que nous prenons tout cela au sérieux. C'est éprouvé parce que notre PDG est là avec nous. Et comme je vous le disais, je serais ravie de répondre à vos questions. Vielen Dank, Herr Hübner. Merci beaucoup, Monsieur Hübner.